Mon nom est Daniel Kitup. Mon sens est Daniel Coupe. J'ai 34 ans et j'étais un sergent américain servant dans les forces armées des États-Unis. Un spécialiste en renseignement et reconnaissance sur le terrain, c'était le pic du conflit Iran-Israël en 2025. J'étais stationné dans une base d'opération avancée américaine dans la région du Golfe Persique, un endroit aride et tendu où l'odeur du diesel et de la poussière fine étaient des compagnons constants. Ma routine était implacable. De longues heures dans la salle des opérations, les yeux fixés sur les écrans de surveillance, à analyser des données de renseignement en temps réel et à fournir un soutien stratégique aux troupes sur le terrain. Mon travail impliquait de mener des missions critiques de surveillance par drone, de cartographier le terrain ennemi et d'anticiper les mouvements. Chaque décision que je prenais là-bas pouvait faire la différence entre la vie et la mort pour mes frères d'armes. La menace constante de missiles et de bombardements était une réalité palpable. Le son des sirènes et l'impact d'explosions lointaines étaient la bande-son de ma vie quotidienne. C'était un scénario de chaos contrôlé, où la discipline et la précision étaient la seule monnaie, au milieu des incertitudes du champ de bataille et des dangers qui testaient mes limites quotidiennement. Je gardais mon esprit stable avec une seule pensée: rentrer chez moi, aux États-Unis, et construire une vie avec ma fiancée, Emily. Elle était mon phare, la promesse d'un avenir paisible qui me donnait la force d'endurer le présent harche. Ma dévotion à la mission était absolue. Mais mon espoir d'un avenir avec Emily était mon seul refuge mental, l'ancre qui m'empêchait de sombrer. Mon esprit, entraîné par des années de service militaire, était moulé pour agir sous une pression extrême, avec froideur et précision. Je suis un homme de peu de gestes, mais de décisions calculées. Et cette discrétion, cette capacité à observer sans réagir impulsivement, allait bientôt devenir ma plus grande arme. Je n'ai jamais été du genre à avoir des explosions émotionnelles. Ma nature a toujours été plus introspective, analytique. Si vous aimez les histoires de vengeance à sang-froid et de rebondissements captivants comme cette vidéo, et abonnez-vous à la chaîne maintenant. Il y a des histoires toutes nouvelles et inédites ici chaque jour, chacune plus intense que la précédente. C'était au milieu de cette réalité de combat et de sacrifice, à des milliers de miles de chez moi, qu'un message unique, froid et succinct d'Emily est arrivé sur mon appareil crypté. C'était un matin gris dans le Golfe, l'air épais de fumée, quand le texte a clignoté sur l'écran. Daniel, je ne peux plus faire ça. Je romps les fiançailles. Le poids de ces mots m'a frappé avec la force d'un impact direct, plus dévastateur que n'importe quelle explosion que j'avais jamais vue. Ce n'était pas seulement la fin d'une relation de plusieurs années, ce n'était pas le chagrin d'amour dont on lit dans les films hollywoodiens, mais la désertion la plus cruelle à mon moment, le plus vulnérable. J'ai ressenti le coup dévastateur, mais j'ai agi comme le soldat que j'étais, froid, stratégique et patient. Il n'y avait pas de colère, pas de larmes, juste une clarté glaciale et une détermination absolue à découvrir la vérité derrière cette manœuvre abrupte. La trahison de personnel se mêlait au traumatisme existant de la guerre, créant un sentiment de vide et d'alerte simultanément. Mon esprit a commencé à traiter la situation comme une nouvelle menace, un nouvel ennemi à analyser. Emily, 32 ans, ma fiancée, qui avait choisi la commodité plutôt que la loyauté, c'était une femme charmante. Mais je découvrirais qu'il y avait une couche d'opportunisme sous son sourire captivant. Mon cousin, Nathan Sterling, 35 ans, était l'autre pilier de cette trahison. Il était l'héritier d'une entreprise technologique, prospère, spécialisée dans la logistique, basée à Seattle, et axée sur des contrats civils et corporatifs pour de grandes entreprises d'e-commerce et des agences gouvernementales comme le Department of Defense. Un homme d'affaires avisé avec une réputation impeccable dans la Silicon Valley et un mode de vie qui affichait la richesse. Emily prétendait dans son message bref et insincère que la distance était insupportable et qu'elle avait besoin de passer à autre chose dans sa vie. Une justification pathétique pour quelqu'un qui avait promis d'attendre. La vérité que je déterrerais, avec la même ténacité que j'utilisais pour enquêter sur des cellules terroristes, était beaucoup plus sombre, plus complexe et intrinsèquement liée à la cupidité. Il y avait un complot, une conspiration, et j'étais sûr qu'ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient affaire. Même avant d'être déployés à la base du Golfe Persique, mon intuition, affinée par des années de détection de menaces et d'analyse de patterns dans des scénarios de combat, me disait qu'il y avait un ennemi caché à la maison. Pas seulement à l'étranger, j'avais déjà remarqué une proximité inhabituelle entre Emily et mon cousin Nathan, qui à l'époque semblait juste une amitié familiale inoffensive. Ils passaient plus de temps ensemble que d'habitude, assistant à des dîners et des événements sociaux. Même quand je n'étais pas là, je me souviens d'Emily.
lors d'une visite à la maison de mes parents à Nantucket, posant des questions étranges sur la structure du trust familial, sur les actifs liquides et sur les propriétés que mes parents avaient laissées derrière, des questions subtiles, presque décontractées sur la façon dont l'héritage était configuré, qui étaient les bénéficiaires et quels étaient les termes d'accès. À ce moment-là, cela ressemblait à la curiosité d'une fiancée. Quelqu'un intéressé à s'intégrer dans ma famille, mais mon radar interne a sonné. Les conversations avec Nathan. Alors, on commençait à sonner une alarme plus forte. Lui, avec son sens des affaires et son historique de succès dans le secteur technologique, dans des villes comme San Francisco et Austin, parlait d'opportunités d'investissement dans son entreprise, Sterling Logistics Solutions, une puissance émergente dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement pilotée par l'IA. Il suggérait subtilement qu'Emily et moi devrions optimiser nos actifs, peut-être en transférant certains avoirs vers des investissements plus modernes et rentables sous sa gestion. Il m'a même présenté, lors d'une réunion café au centre-ville de Boston, un plan détaillé sur la façon dont nous pourrions réorganiser mes actifs hérités pour maximiser la liquidité et simplifier l'administration fiscale. En surface, tout cela semblait une offre utile d'un cousin prospère, des conseils de quelqu'un qui comprenait la finance. Mais la subtilité avec laquelle les questions étaient posées, l'insistance sur des détails qui ne semblaient pas pertinents pour un simple investissement, et la façon dont Emily faisait écho aux suggestions de Nathan, ont commencé à me déranger. Mon expérience dans l'analyse de réseaux de renseignement et la prédiction de mouvements hostiles m'a appris à me méfier des patterns qui déviaient de l'attendu. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de plus profond en cours, un courant caché sous la surface calme, l'idée que ceux qui étaient censés me soutenir pouvaient conspirer pour profiter de mon absence, et plus précisément de mon héritage, semblait absurde. Mais la possibilité s'est plantée dans mon esprit comme une graine froide. À mon retour sur le sol américain, mon esprit stratégique, forgé sur le champ de bataille, m'a poussé à protéger mon avenir, pas à chercher une vengeance destructrice. J'avais déjà fait des préparations discrètes avant d'être déployé au Moyen-Orient, un protocole de sécurité que j'avais appris à appliquer à tous les aspects de ma vie. J'avais dupliqué tous mes documents financiers, y compris les relevés bancaires de compte chez Bank of America et Chase, les enregistrements d'investissement chez Fidelity et Vanguard, les actes de propriété à mon nom dans le Massachusetts, et même le testament et les détails du trust de mes parents. Tout était soigneusement stocké sur un serveur sécurisé, un service cloud crypté qui utilisait les mêmes normes de sécurité que j'employais pour les missions classifiées. Ce n'était pas un acte de paranoïa, mais une précaution apprise dans un monde où l'information est le pouvoir et la vulnérabilité peut être fatale. Avec le message d'Emily en main, qui servait de preuve de la trahison personnelle, mon esprit d'intelligence de sergent est passé en mode opérationnel complet. J'ai commencé à travailler silencieusement, utilisant les mêmes techniques apprises en surveillance des communications pour recueillir plus de preuves. J'ai systématiquement enregistré les appels téléphoniques qu'ils essayaient de me passer et à d'autres membres de la famille, analysé les transferts financiers suspects entre les comptes d'Emily et de Nathan, les emails échangés entre eux et même les anciens messages textes qui révélaient l'évolution de leur complicité. Ce n'était pas difficile, car comme dans de nombreuses relations modernes aux États-Unis, nous avions partagé des comptes sur certaines plateformes, et j'avais accès à des enregistrements qu'ils n'imaginaient pas que je pouvais suivre. J'ai surveillé leurs mouvements, notant à quelle fréquence Nathan visitait le quartier d'Emily à Arlington, en Virginie, et comment leurs dépenses s'alignaient sur certains mouvements financiers que j'avais identifiés comme suspects. Chaque information était une pièce de puzzle, et je les ai assemblées méticuleusement, sans hâte, sans fanfare. La contingence proactive était clé. Je ne les ai pas confrontés, il n'y a eu aucune accusation, aucun argument. Mon premier arrêt à mon retour aux États-Unis n'était pas la maison dans la petite ville de Concord, New Hampshire, où Emily m'attendrait, mais plutôt au bureau de mon avocat, M. Vance Roberts. Son bureau, au cœur d'un bâtiment classique sur Commonwealth Avenue à Boston, était un bastion de discrétion et d'efficacité. Je l'avais déjà contacté discrètement depuis la base. En utilisant une ligne sécurisée, je lui ai remis la pile de preuves que j'avais collectées, enregistrement de communication, relevé bancaire détaillé, copie des documents du trust familial, et le message d'Emily. Il m'a regardé avec le sérieux d'un vétéran juridique. Pas de questions inutiles. Juste la compréhension silencieuse de quelqu'un qui avait tout vu, avec l'aide infatigable de M. Roberts. Nous avons démêlé le réseau de mensonges qu'Emily et les Nathan avaient tissé. La demande d'Emily de mettre fin aux fiançailles n'était que la partie émergée de l'iceberg. Un écran de fumée pour la vraie escroquerie.
Ils conspiraient pour m'exclure des futures décisions familiales. Et plus gravement, pour me dépouiller de ma part de l'héritage laissé par mes parents. Évalué à plusieurs millions de dollars. Accumulé sur des générations d'investissements fonciers et d'entreprises immobilières. Nathan, avec sa connaissance des contrats civils et corporatifs et son réseau de contacts à Wall Street et dans le monde juridique corporatif, orchestrait les manœuvres légales et financières. Profitant de mon absence et de ma confiance pour des gains illicites, il avait suggéré à Emily que s'il se mariait, elle pourrait contester la validité du trust, ou certaines clauses qui me favorisaient, la manipulant avec la promesse d'une vie de luxe et de contrôle financier. La profondeur de la planification était stupéfiante. Ce n'était pas un acte impulsif de passion ou une erreur. C'était un plan méticuleux, cynique pour exploiter ma vulnérabilité, pendant que je risquais ma vie pour mon pays. Il tentait, en essence, un coup d'état financier, pendant que j'étais sur le champ de bataille. Un acte de lâcheté et de trahison d'une dimension que je pouvais à peine concevoir. Chaque document que M, Roberts et son équipe analysaient révélait une autre couche de leur cupidité et de leur dépravation. Ce que j'avais ressenti, mon intuition affinée par l'expérience militaire, était plus que vrai. Il y avait un ennemi très réel dans ma propre maison. À mon retour, avec l'immense pile de preuves en main, Daniel, avec l'aide cruciale de M, Vance Roberts, a agi avec une précision chirurgicale qui serait enviée par n'importe quelle unité d'opération spéciale. Il n'y avait pas de temps pour les lamentations, ni pour les confrontations émotionnelles. Ma première action a été d'instruire M. Roberts d'entamer des procédures légales pour inverser toutes les manœuvres qu'Emily et les Nathan avaient orchestrées. En quelques jours, des lettres de notification légale ont été envoyées à des banques, telles que Bank of America et J.P. Morgan Chase, et à des firmes d'investissement comme Fidelity et Charles Schwab, où une partie de l'héritage de mes parents était déposée ou investie. M. Roberts a demandé un gel immédiat de tout mouvement suspect et de comptes qu'Emily et Nathan avaient essayé d'associer à leur nom, ou ils avaient été apportés des changements aux bénéficiaires ou aux procurations sans mon consentement. L'équipe de M. Roberts a travaillé sans relâche, exploitant les failles et les lacunes que Nathan et son arrogance avaient laissées. Les contrats altérés ont été contestés. Les procurations ont été révoquées et toutes les tentatives de transfert d'actifs ont été gelées. Le plan d'Emily et de Nathan s'est effondré avec une vitesse qui devait être stupéfiante pour eux. Leurs investissements, certains déjà initiés avec ce qu'ils présumaient être leur argent, ont été bloqués. Les lignes de crédit que Nathan avait sécurisées sur la base de son expansion supposée d'actifs ont été révoquées. En quelques semaines, Sterling Logistics Solutions, l'entreprise de Nathan, a commencé à faire face à une crise de crédibilité. Des nouvelles d'irrégularités dans les affaires familiales ont commencé à circuler discrètement dans les forums d'investisseurs et les publications de l'industrie technologique. Surtout dans la région de Seattle et la Silicon Valley, de petits contrats ont été annulés et la confiance des partenaires potentiels a commencé à vaciller. La panique s'est installée dans le camp des traîtres. Emily, qui avait été le visage innocent de la manœuvre, s'est soudain retrouvée acculée, avec les portes de la société de Boston se fermant sur elle. Nathan, le génie des affaires, avoue son empire construite sur des fondations éthiques douteuses, commençait à s'effondrer, désespéré. Emily et Nathan ont essayé de me contacter de toutes les façons imaginables. Mon téléphone, qui n'avait auparavant reçu que le message froid de rupture d'Emily, sonnait maintenant incessamment avec des numéros inconnus et des appels bloqués. Des messages textes et des emails inondaient de ma boîte de réception. Suppliant le pardon et promettant d'expliquer tout, Emily, avec sa voix qui me calmait autrefois, pleurait maintenant dans des messages audio, affirmant que Nathan l'avait manipulée, qu'elle était sous pression, et qu'elle me manquait désespérément. Elle essayait de se peindre en victime, reportant toute la faute sur Nathan, comme si elle était une enfant naïve, facilement influencée. Ses larmes, qui étaient autrefois mon talon d'Achille, s'ennaillèrent maintenant comme une performance mal répétée. Nathan, de son côté, a essayé une approche différente. Ses messages étaient plus agressifs, imprégnés de menaces voilées de diffamation. Il suggérait qu'il avait des informations sur ma vie militaire, des incidents qui pourraient ternir ma réputation si je ne reconsidérais pas mes actions légales. Il a même menacé d'exposer des détails de missions classifiées ou d'essayer de me discréditer publiquement avec des informations déformées qu'il pourrait avoir extraites d'Emily lors de leurs moments confidentiels. « Tu ne voudras pas voir ton nom associé à certaines choses, Daniel », a-t-il tapé dans un message, tentant d'intimider. Les gens en haut lieu n'aiment pas la publicité négative. Il essayait d'exploiter la peur d'un vétéran de voir sa vie et ses sacrifices déshonorés.
Mais j'étais préparé à tout ce qui venait. Mon entraînement militaire m'a appris à ne pas céder à la pression, à analyser froidement les menaces et à répondre avec stratégie, pas avec émotion. Ma réponse à toutes ces tentatives désespérées était un silence absolu. Je n'ai répondu à aucun appel. Je n'ai répondu à aucun email ou message. Toutes les communications étaient dirigées vers M. Roberts, lui, à son tour, répondait avec la froideur d'un mémoire juridique, les informant que toute tentative de contact direct serait considérée comme du harcèlement, et ajoutait au dossier en préparation pour le tribunal. M. Roberts, agissant en mon nom, présentait les preuves irréfutables de la conspiration, enregistrement d'appels, email avec des plans détaillés de manœuvres financières, documents de comptes altérés. Tout était compilé en un dossier étanche. Ce qui avait commencé comme un différend privé s'est rapidement escaladé en une bataille publique qui les a complètement discrédités, commençant dans les tribunaux du comté de Middlesex dans le Massachusetts. Au tribunal, la présentation des preuves de leur conspiration était implacable. Les preuves étaient irréfutables. Et M. Roberts les a présentées avec une clarté cristalline, chaque email, chaque enregistrement de transfert financier, chaque témoignage d'employés qui avaient assisté aux manipulations de Nathan au sein de l'entreprise, chaque détail sur la façon dont ils avaient essayé d'altérer les termes du trust familial, tout était révélé dans les moindres détails. Emily et Nathan, assises à la table de la défense, semblaient rétrécir à chaque nouvelle pièce de preuve présentée. Le complot était exposé publiquement, non seulement aux juges et au jury, mais aussi à la presse locale couvrant l'affaire. Compte tenu de la notoriété du nom Sterling dans le monde des affaires et de la nature inhabituelle de la trahison, leur défense, basée sur le déni et les accusations mutuelles, se sont effondrées en miettes. Emily a essayé de s'excuser, pleurant ouvertement et appelant à l'émotion. Mais ses larmes semblaient creuses face aux preuves documentées. Nathan, l'homme d'affaires confiant, s'est retrouvé pris dans des contradictions dans son propre témoignage, et son arrogance s'est transformée en nervosité visible. La cupidité derrière leurs actions était exposée à la vue de tous, peignant un tableau répugnant de calcul froid et d'inhumanité. La réputation des deux n'était pas seulement égratignée, mais complètement ruinée. Sterling Logistics Solutions a fait face à un déluge de scandales, avec les médias financiers remettant en question l'intégrité de sa direction. Emily a été ostracisée dans ces cercles sociaux de la haute société, et son nom est devenu synonyme de trahison. Dans des conversations chuchotées, lors de réceptions caritatives et de country clubs, l'humiliation était complète et irréversible. Une punition beaucoup plus efficace que n'importe quel cri ou confrontation que j'aurais pu provoquer. Avec les ressources pleinement récupérées et la poussière légale commençant à se poser, j'ai reconstruit ma vie avec une dignité et un but que je n'imaginais jamais trouver. La douleur de la trahison, qui semblait autrefois un fardeau insupportable, s'est transformée en un carburant puissant. Au lieu de sombrer dans le ressentiment, j'ai canalisé toute mon énergie dans quelque chose de constructif. J'ai fondé la Valor Initiative, une organisation à but non lucratif basée à Washington, D.C., avec des bureaux de soutien à Fort Hood, Texas, et Camp Lejeune, North Carolina, axée sur l'aide aux vétérans de guerre pour la transition vers la main-d'œuvre civile. J'utilise ma propre expérience en renseignement et logistique, et aussi la douleur profonde que j'ai ressentie d'avoir été méprisé et trahi, pour inspirer les autres. Le projet offre des programmes de formation professionnelle, du conseil psychologique, de l'assistance pour obtenir les avantages du VA, Department of Veterans Affairs, et même des micro-prêts pour les vétérans qui souhaitent en soit démarrer leurs propres petites entreprises. Mon équipe s'est composée principalement d'autres vétérans et d'anciens militaires, qui comprennent les difficultés et les défis de cette transition. Chaque jour à la Valor Initiative réaffirmait ma propre valeur, prouvant que la vraie force ne réside pas dans la riposte avec fureur, mais dans la transformation de l'adversité en un legs de soutien et d'espoir. Ma douleur a redéfini mon existence et prouvé le vrai sens de la loyauté et du service. La contre-attaque stratégique finale, qui a commencé au tribunal, a culminé dans l'humiliation publique complète d'Emily et de Nathan. La bataille illégale a été longue et épuisante, mais la solidité des preuves présentées par M. Roberts était incontestable. Le tribunal, après des mois d'audience et de témoignages, a statué en ma faveur. Emily et Nathan non seulement ont perdu tous leurs droits sur n'importe quelle partie de l'héritage de mes parents, mais ont aussi été condamnés à payer des dommages substantiels pour détresse émotionnelle et perte matérielle, en plus de couvrir tous mes frais légaux, ce qui dans un procès aux États-Unis est un coût considérable. Pour Nathan, les conséquences ont été dévastatrices professionnellement. L'exposition publique du schéma frauduleux a profondément ébranlé Sterling Logistics Solutions. Les investisseurs se sont retirés,
Des contrats lucratifs avec le Department of Defense et de grandes corporations comme Amazon et FedEx ont été suspendus ou annulés, et plusieurs cadres supérieurs, embarrassés par l'association, ont démissionné. Sa réputation de génie technologique s'est transformée en poussière, remplacée par l'image d'un escroc cupide. Il a été évincé des conseils d'administration de plusieurs startups et son entreprise, autrefois valant des millions de dollars, est entré dans un processus de restructuration drastique au bord de la faillite. Emily, à son tour, a perdu son poste dans une agence publicitaire réputée à New York, où elle avait construit une carrière prometteuse et a été complètement ostracisée dans ses cercles sociaux d'élite à Boston. Les portes se sont fermées sur elle partout. Des clubs de golf aux galas caritatifs. Leur complot, qui promettait une fortune facile, n'a pas résulté en gain mais en perte totale, financière, professionnelle et sociale. Ma vengeance n'a jamais été bruyante. Jamais un spectacle de rage. Elle était chirurgicale, silencieuse et définitive. Je les ai vaincus avec la vérité et la loi, montrant que l'honneur et l'intégrité, même face à la trahison la plus cruelle, prévalant toujours. J'ai ressenti une paix profonde, un sentiment de devoir accompli, sachant que j'avais défendu l'héritage de mes parents et protégé mon avenir de manière juste et stratégique. Ma douleur, en effet, s'est transformée en bus, en quelque chose qui transcendait la souffrance personnelle. La valeur initiative a fleuri rapidement, grandissant pour avoir des programmes dans plus de 10 États américains, aidant d'innombrables vétérans à trouver leur place dans la vie civile. Nous avons reçu des dons de grandes corporations et de fondations. Et mon travail a été reconnu par des prix de service communautaire lors de plusieurs cérémonies de gala. J'ai construit un legs d'intégrité, de soutien et de dévouement. Quelque chose qu'Emily et Nathan ne pouvaient jamais comprendre. Car leur vie était guidée par la cupidité et la trahison. J'ai appris que la vraie victoire n'est pas de détruire les autres avec violence ou humiliation explicite, mais de se relever plus fort, transformant l'adversité en une force motrice pour construire quelque chose de meilleur, plus digne. C'est construire un château d'intégrité sur les ruines de la trahison. Pendant que je construisais ce legs d'espoir et de soutien pour les autres, ceux qui m'avaient trahi faisaient face aux conséquences inévitables de leurs propres choix. Des mois plus tard, j'ai entendu qu'Emily et Nathan luttaient déjà pour maintenir un profil bas, vivant dans l'ombre, hantés par la honte et les répercussions financières et sociales sévères de leurs actions. Nathan a perdu sa maison de luxe à Greenwich, Connecticut, et Emily a déménagé dans un petit appartement dans une banlieue de Philadelphia, loin des projecteurs. Mon ascension était un rappel constant et silencieux de leur chute, une justice poétique qui n'avait besoin d'aucun mot, seulement de faits.